Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 en compagnie de Philippe Manière. Bonjour Philippe, président de Footprint Consultant, éditorialiste à Challenge et également chroniqueur sur France Culture. Avec nous cette semaine, Henri Sterdignac, bonjour, économiste à l'OFCE. Alors François Hollande souhaite encourager le travail des jeunes. Le président français lance la prime d'activité pour les jeunes ayant des petits boulots, travaillant en intérim ou encore à temps partiel. Alors cette allocation remplacerait la prime pour l'emploi et le RSA activité, non accessible aux moins de 25 ans. Alors que peut-on en attendre? Est-ce efficace et combien ça coûte? Quelques réactions et on en débat ensuite. Et cette prime d'activité, qui a été d'ailleurs déjà présentée par le Premier ministre, que je vais préciser devant vous, et que je vais d'ailleurs élargir, cette prime d'activité, ça va être pour toutes les personnes qui sont justement dans ce qu'on appelle les petits boulots, l'intérim, le temps partiel. On va leur donner un avantage supplémentaire, une prime supplémentaire. 100 € de plus par mois, ça peut changer la vie. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais 100 €, c'est des pleins de courses. Donc voilà. Se loger et se nourrir à Paris, c'est très difficile. Avec des salaires de début de carrière, c'est pas évident. Ça encourage en plus, ça permet de se lancer dans la vie active. Allez Philippe, 100 € ça fait toute la différence. Alors ça concerne qui finalement? On n'est pas du tout sûr que les étudiants et les apprentis soient inclus. On ne sait pas très bien pour l'instant. Il y a des voies divergentes et ça change dans le temps, donc on n'est pas bien sûr de comprendre. Il me semble que effectivement la version finale n'inclura pas les étudiants. Je ne sais pas ce qu'il en sera des apprentis, parce que je trouverais ça assez singulier qu'on veuille le matin encourager l'apprentissage et que l'après-midi on les exclut explicitement d'un dispositif alors qu'ils sont salariés, même s'ils sont apprentis, enfin ils sont dans le monde du travail. Ça ferait des jeunes qui touchent entre 0,8 et 1,2 fois le SMIC. Bon, alors d'abord, il y a ces calculs d'apothicaire qui sont un peu compliqués. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux donner de l'argent à tout le monde, le même montant, enfin, disons dans une classe d'âge, mais assez largement calculé. Je trouve que toutes ces questions de frontières, de conditionnalité sont évidemment contre-productives, mais les moyens de l'État sont limités. Pour faire simple, ce qui est vrai, c'est que si on veut encourager les gens à travailler, il faut qu'il y ait une vraie différence entre la rémunération du travail et la rémunération, pardon pour cette expression, de l'inactivité. Il y a un certain nombre de dispositifs qui font que si on ne travaille pas, on peut toucher de l'argent. Donc, tout le monde sait que plus il y a un écart important, plus l'incitation est forte. Alors, vous me direz que tous les gens qui ne travaillent pas ne décident pas de ne pas travailler, évidemment. Cependant, il y a tout un marais de gens qui peuvent décider ou ne pas décider de travailler selon que c'est rentable ou pas. Et donc, il y a deux possibilités. Soit vous supprimez ou vous réduisez l'indemnisation du chômage ou les allocations qui sont accordées à des gens qui ne sont pas dans l'activité de manière que le travail soit plus tentant, soit, parce qu'on ne fera pas la première chose en France, ou pour des raisons évidentes de vision du monde, on ne veut pas réduire ça, soit vous accroissez le rendement du travail. Et comme on ne peut pas accroître le coût du travail, en tout cas c'est ce que pensent beaucoup d'économistes, eh bien on dit l'État va compléter la rémunération qu'on trouve sur le marché du travail avec une rémunération complémentaire. Alors ça existait déjà avec la prime pour l'emploi, avec le RSA activité, etc. Mais c'est vrai que le dispositif était très complexe, très sous-optimal, qu'on touchait l'argent pour certains dispositifs bien après avoir travaillé. Bon, tout ça n'était pas terrible. Donc le remettre à plat, c'est bien. Ce que je vois, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que ce que je vois me paraît modérément plus simple que ce qu'on avait avant. Il y a vous avez peur de l'usine à gaz? Ça risque d'être une usine à gaz. Souvent, les allocataires ne savent pas qu'ils ont un droit. Et j'ai peur que, faute d'avoir eu une réflexion, je pense qu'il faudrait tout arrêter et dire qu'est-ce qu'on veut. On veut indemniser, on veut compléter telle ou telle catégorie de personnes, telle ou telle catégorie de revenus, on remet tout à plat et on repart à zéro. Là, l'idée qu'on va faire aucun perdant, l'idée qu'on va capitaliser sur ce qui préexiste me semble limiter l'idée que ça nous coûtera rien. À la fois, ça ne coûtera rien et on met 1 milliard sur la table. Je voudrais qu'on m'explique le miracle, moi. Mais bon. Henri Sterdignac. Mais d'abord, le dispositif existait déjà, donc on avait déjà le dispositif du RSA activité et de la PPE, donc ça existait. Prime pour l'emploi. On change maintenant la prime pour l'emploi, on change le nom, ça s'appellera prime d'activité, ça ne sera pas plus simple, ça sera aussi compliqué. Ça sera même plus compliqué, puisque le RSA activité était pensé, il y avait une logique, il y avait une sortie prévue du RSA vers l'emploi qui était prévue par le RSA activité. Malheureusement, on n'a pas pu supprimer la prime pour l'emploi lorsqu'on a créé le RSA. On n'a pas voulu. On n'a pas pu, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le dispositif qui permettait de. Maintenant, on a un nouveau dispositif qui a été pensé, évidemment. Il y a eu des rapports. Ce dispositif est plus compliqué que l'ancien parce qu'il y a une pente
qui varient suivant le niveau de salaire. Donc ça va servir à quelque chose. C'est très compliqué et se pose. Et ensuite, on s'est trouvé devant le problème très délicat des jeunes qui sont à la charge de leur famille. Or, le dispositif, d'un côté, c'est incitation à l'emploi, mais de l'autre, c'est aussi aide aux familles les plus pauvres. Et donc, ça amène à des dispositifs très compliqués. Et là, on ne sait pas du tout si, par exemple, pour les étudiants qui travaillent à mi-temps ou à... Est-ce qu'on va ou non prendre en compte... Elle devrait être élargie aux étudiants, mais est-ce qu'on va prendre ou non en compte les ressources de leurs parents? On ne le sait pas du tout et ça change complètement le dispositif. Le dispositif tel qu'il est, naturellement, c'est compliqué. Et trop compliqué. Le plus simple, mais d'abord les solutions simples, le plus simple, ça aurait été d'augmenter le SMIC, de dire les gens qui travaillent à un salaire faible, ils ont un SMIC un peu plus élevé et on compense ça au niveau des entreprises par une réduction supplémentaire des cotisations employeurs, ce qui aurait évité d'avoir un dispositif. Donc c'est un SMIC jeune là dont vous parlez peut-être Un SMIC pour l'ensemble actuellement. Donc les travailleurs au SMIC vont avoir grâce à cette prime 100 € de plus par mois. Mais le problème, c'est que c'est compliqué. Ça va dépendre des ressources du conjoint. Dans un certain nombre de cas, ils ne l'auront pas parce que le conjoint a trop de... C'est l'usine à gaz, mais augmenter le SMIC, pour vous, ça serait la solution? Là, le problème, c'est qu'il va falloir le demander. On va le recevoir par les allocations familiales. Et donc, on ne sait pas combien de personnes vont le demander effectivement. Et la logique du gouvernement, qui est extrêmement bizarre, c'est qu'on fait l'hypothèse qu'il n'y a que 50% des gens qui ont droit... Parce qu'ils ignorent le dispositif. Et donc, ça coûtera que 4 milliards. C'est bizarre. Et donc, ça ne coûtera pas plus cher que le dispositif précédent, dans la mesure où la prime pour l'emploi était automatique et donnée à tout le monde, mais personne ne sait combien de personnes vont effectivement le demander. Et donc, on a une usine à gaz amusante. Parce usine à gaz. La CAF, elle va devoir trouver les gens qui ont droit. Et donc, ça va créer de l'emploi à la CAF. En tout cas, il y a 1,7 million de postes à pourvoir en France. Comment l'expliquer, Philippe? Ça vous étonne, ça? 1 million D'abord, il faut vérifier dans le détail. Il y a 1,7 million d'emplois. Enfin, si vous retraitez, parce qu'il y a des temps partiels, etc., il y a beaucoup d'intérêt. Enfin, bon, les chiffres qu'on donne sont probablement très exagérés si on raisonne en équivalent temps plein. Puis il y a de toute façon en permanence des emplois qui sont à pourvoir le temps qu'on les pourvoit. Donc, il ne faut pas non plus considérer qu'il y a 1,7 milliard d'emplois où les patrons sont là à se battre les flancs depuis des années pour un emploi à temps plein. Ce n'est pas le cas. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des formations qui ne sont pas adéquates aux demandes des employeurs. Ce qui est vrai, c'est que le marché du travail n'est pas très fluide. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a des formations qui continuent à cracher des gens dont on ne sait pas bien ce qu'ils savent faire quand on est employeur, et des employeurs qui cherchent des qualifications ou des compétences ou des savoir-être qu'ils ne trouvent pas quand ils rencontrent des candidats. Alors lesquels? Donc il y a un décalage. Typiquement, aujourd'hui, vous savez que ce qui crée de l'emploi, c'est les services. Les services, il y a une compétence technique spécifique. Je ne sais pas, vous êtes marchand de basket dans un magasin de sport, il faut connaître la basket et le sport. Mais enfin, il faut aussi savoir sourire aux clients, savoir se comporter bien, parler un français convenable. On n'a pas suffisamment de vendeurs en France. Les vendeurs, souvent, il y a effectivement un manque dans cette matière. Mais ce que je veux dire, c'est que le savoir-être, par exemple, c'est quelque chose qui parfois fait défaut. Donc, vous pouvez avoir des candidats qui pourraient faire l'affaire, mais l'employeur se dit non, il donne pas une bonne image de mon magasin, ce qui est sa liberté d'employeur. Hein. Donc, je prends cet exemple. Il y en a d'autres. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais vous avez effectivement toujours sur tous les marchés une offre qui ne trouve pas sa demande et une demande qui ne trouve pas son offre. Probablement en France, parce que les formations ne sont pas adaptées. Il y a un problème de formation. Et parce que le marché de l'emploi n'est pas suffisamment fluide, il y a probablement effectivement plus qu'ailleurs et plus qu'on espérerait un stock d'emplois non pourvus. Des emplois non pourvus qui devraient être pourvus, puisqu'il y a beaucoup de candidats par ailleurs. Henri Sterdignac. D'abord, le 1,7 million, c'est pas des emplois non pourvus, c'est des emplois où les entreprises à quelles on interroge disent on va embaucher durant l'année. Donc il y a 1,7 million, d'après l'enquête, d'emplois qui vont être proposés durant l'année. C'est une enquête qui vaut ce qu'elle vaut, qui renseigne absolument pas sur les emplois vacants. On dit... On est plutôt quand même dans quand même des emplois vacants. On dit qu'il y a 400 000 emplois vacants. Il y a un travail du MEDEF qui dit en 2014, il y a 300 000 emplois qui n'ont pas trouvé preneur. Là, les 1,7 million, c'est des emplois que les entreprises vont ouvrir
dans l'année. Donc on est dans quel type d'emploi? Du très qualifié. Donc les emplois. Du très qualifié et du pas qualifié. Il y a deux catégories qui posent problème. La première catégorie, c'est des emplois très qualifiés dans l'informatique, dans tout ce qui est nouvelles technologies. Donc là, il y a un manque. Oui, il y a un manque, mais qui est un peu normal, parce que souvent, les entreprises demandent des compétences très pointues qui n'existent pas. Et logiquement, ce qui se passe dans un grand nombre de cas, c'est que l'entreprise se décide à embaucher quelqu'un qui n'a pas ces compétences, mais qui va les acquérir parce qu'elle va le former. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et puis les emplois non qualifiés. C'est les emplois ça, c'est le grand stock. Non qualifiés qui sont assez bizarrement les aides ménagères, les aides à domicile. Donc on ne trouve pas d'aide ménagère en France, en tout cas insuffisamment. Les gens se disent on a des difficultés et comme l'a dit Philippe, bon, je pense que souvent ça vient de problèmes personnels. Il faut, même si c'est des emplois non qualifiés, en fait, il faut une certaine qualification de... Il y a aussi un problème d'image. Il y a beaucoup, les emplois d'aide à la personne en France sont souvent considérés comme un peu dégradants parce que c'est des emplois quasi ancillaires. On a l'impression d'être domestique. Alors ça, c'est du point de vue du salarié qui peut avoir une réticence à prendre ces emplois-là. Puis il faut comprendre que du point de vue de l'employeur, qui peut être, je sais pas, je prends un exemple, une vieille dame en état de vulnérabilité, elle n'a pas envie de voir arriver chez elle n'importe qui. Donc on voit bien que c'est un marché spécifique où l'offre et la demande s'ajustent probablement difficilement. L'offre et la demande sont difficiles en la mesure, pour dire les choses clairement, il y a beaucoup de candidats qui sont des immigrés et des gens qui, notamment pour les emplois à la personne ou pour les gardes d'enfants, qui hésitent à embaucher. Oui, c'est une explication, c'est pas la seule. C'est pas la seule, mais ça crée des difficultés de recrutement. Donc la clé, c'est la formation La clé, c'est pas vraiment la formation. Il faut voir que les jeunes aujourd'hui sont plus formés que jamais, qu'il y a dans des secteurs où il y a des difficultés, le patronat, les chambres de commerce prennent quand même les choses en main et forment. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une difficulté. Je veux dire, le fait qu'il y a des offres d'emploi vacants, des offres d'emploi, ça signifie aussi qu'il y a des propositions et qu'il y a des innovations. Quand Internet se développe, il y a des nouveaux emplois. Donc il n'y a pas assez de spécialistes d'Internet, évidemment. Il faut les former. Il faut les former, donc la formation reste la clé. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous.